Quelque chose me dit que vous l'attendez particulièrement, ce débat. Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Nicolas Rossignol. J'ai le plaisir de venir avec vous cet après-midi. Et je vais humblement me mettre à votre place sur scène. J'ai une chance énorme d'être là. Et en même temps, j'ai un souci énorme. C'est que mon métier, c'est la modération. Et comment voulez-vous que je puisse modérer? Les trois bonhommes qui vont venir vous voir cet après-midi, sont-ils modérables? Sont-ils faciles à manier, à mener? Je n'en suis pas sûr. Je suis ravi de mettre mes patins de patineur artistique débutant. Je suis ravi que ce soit sur une piste avec plein d'huile partout certainement, ou sur une piste de ski. Parce qu'avec beaucoup de modestie cet après-midi, je ne serai ni modérateur, ni journaliste. Je serai comme vous, un étudiant, avec ma calvitie, mes quelques cheveux blancs. Je viens me nourrir comme vous, je viens apprendre. Et quand ça se fait avec beaucoup d'humilité, c'est avec encore plus de saveur. Mesdames et messieurs, vous êtes venus surtout les voir eux, et parce que ce sont vos invités, et parce que ça se fait normalement, et qu'ils seront peut-être cet après-midi vos Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Mireille Mathieu, j'en sais rien, qui ont beaucoup moins de succès quand même, faut le dire. Mesdames et messieurs, on accueille ensemble vos trois invités de l'après-midi, s'il vous plaît. Audon Voilé, André Comte-Sponville et frère Samuel Rouvillois, s'il vous plaît. Messieurs, venez, asseyez-vous, je vous en prie, bienvenue. Vous vous rendez compte le succès quand même que vous avez. Succès phénoménal. Vous nous direz si chacun vous avez sorti un disque pour faire en sorte que la salle soit venue vous écouter en concert cet après-midi. De concert, vous allez nous dire beaucoup de choses. Permettez-moi juste de demander à la salle, dans ce moment suspendu, dans ce moment où on appuie sur pause, dans cette bulle juste incroyable, dans laquelle aujourd'hui il n'y a qu'optimisme, que joie, que bonheur certainement, sans angélisme, mais en tout cas, voilà, on s'isole un peu du monde extérieur qui est un peu pesant. Merci de bien vouloir éteindre vos téléphones portables, s'il vous plaît. Je ne supporte plus vos sonneries des années 80, la mienne aussi d'ailleurs. Mais donc on se met sur silencieux, on va écouter, on va prendre le temps de s'entendre surtout. Vous connaissez la règle du jeu à l'Université de la Terre. Des étudiants ont préparé en comité de rédaction cette rencontre. Ils sont au premier rang. J'aurai le plaisir de leur donner la parole tout à l'heure. Ce seront les premiers à intervenir. Et puis vous, la salle, évidemment, jusqu'au moment où je devrais tous vous frustrer. Me frustrer moi, vous n'imaginez pas comment, parce que l'heure sera venue. Ils sont avec nous tous les trois cet après-midi. On avait alors la thématique conscience collective et nouvelles références. Je me suis posé la question, je me suis dit waouh, comment est-ce qu'on va traiter la thématique avec eux? Ils peuvent faire chacun 3 heures sur le sujet. J'ai envie qu'ils nous parlent, j'ai envie qu'ils vous parlent, j'ai envie qu'ils nous disent tous, dans cette période très particulière que nous vivons, on a besoin ensemble de parler de ce climat. Comment vivre, comment penser, les menaces, qu'elles soient terroristes, qu'elles soient les menaces climatiques, comment poser en acte la conscience environnementale qui se répand dans les esprits. Puis il y a beaucoup de questions que l'on s'est posées ensemble. Y a-t-il des valeurs universelles qui se définiraient aujourd'hui autour de la liberté individuelle, la démocratie politique, le devoir de protéger notre planète? Sommes-nous dans le siècle que l'on dirait religieux? Quelle est la place finalement de tout cela? Eh bien, la première question que je vais leur poser surtout, c'est qu'est-ce qu'ils font là? Et surtout dans un moment où on a tous besoin de pragmatisme, on a tous besoin peut-être d'être rassurés par des conseils, mais souvent des conseils même pratiques. Est-ce que finalement, on a besoin de religieux, de penseurs, de philosophes? Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que finalement, c'est eux que l'on attend dans ce moment-là? Est-ce qu'ils servent à quelque chose? Je voudrais leur demander ce qu'ils font avec nous cet après-midi et surtout ce qu'ils sont venus partager avec vous, Audon Voilé. Je commence par vous, merci d'être avec nous. Qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui? Je crois que je suis là pour dire des choses désagréables. Ça nous arrange. Il se trouve que j'ai un petit peu d'expérience dans les 3 domaines. Pour les climats, j'ai été le premier à lancer des cours de droit de l'environnement à Paris 1 il y a 40 ans exactement, 42 ans même. Et à écrire dans les revues jésuites sur ces sujets-là, ça fait penser à l'encyclique pontificale. Pour ce qui est des attentats, j'ai fait l'Institut des hautes études de défense nationale et j'ai beaucoup d'amis généraux, amiraux du cadre de réserve. Et pour ce qui est des élections, j'ai fait aussi Sciences Po et j'ai quelques petites idées là-dessus.
Et mon idée principale au total, c'est que la France est un pays en profond déclin, que nous n'aurons pas les moyens de nos ambitions, ni pour la conférence pour le climat, ni pour le maintien de la démocratie, ni pour la lutte contre le terrorisme. Donc vous nous avez bien planté l'ambiance et plombé le moral. La France On voulait vous remercier, est un André pays Vallée. de plus en plus petit. Je vais vous en donner un exemple. Hein. Vous avez des attentats, du terrorisme dans toute l'Afrique en ce moment. C'est d'ailleurs un problème. Beaucoup de généraux et d'amiraux disent qu'il ne faut pas lutter contre Daesh au Proche-Orient parce qu'on n'a pas les moyens si on lutte trop. Il faut plutôt nous concentrer sur l'Afrique, francophone notamment, et laisser aux Américains le soin de s'occuper de Daesh. J'ai créé au Bénin des bibliothèques qui sont le principal centre de lecture de toute l'Afrique francophone, qui ont chaque jour 4000 lecteurs, qui ont plus de lecteurs que la Bibliothèque nationale de France et Beaubourg réunis, et qui ont plus de lecteurs que tous les instituts français et que toutes les alliances françaises de l'Afrique francophone. Alors on revient dans le sujet au Alors, Vallée. on revient dans le sujet. Si on veut lutter contre Boko Haram, ça ne sert à rien d'envoyer l'armée qui a fait du bon travail si les civils ne sont pas derrière. Mais on envoie des si livres. vous saviez la nullité à l'heure actuelle de certains instituts français, de certains lycées français à l'étranger, où on a des professeurs qui n'ont même pas le baccalauréat, qui ont des diplômes falsifiés. Si vous saviez à quel point la France est faible en Afrique, vous vous diriez Boko Haram va progresser. Répondez à ma question, Don Vallée, juste répondez à ma question. Oui. On envoie des livres pour éveiller les consciences, pour Oui. éduquer, pour ouvrir à autre chose. Votre pour action ouvrir notamment, à autre chose. pour quelle valeur, pour quoi exactement? Pour cesser la guéguerre ridicule entre les francophones et les anglophones qui date de la conférence de Berlin 1884. J'ai créé le plus grand centre d'apprentissage d'anglais de toute l'Afrique francophone. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, au moment où il y a Daesh, Boko Haram, Al-Qaïda, AQMI, Mujahou, on est incapable de s'entendre entre le français et américain. Il faut savoir qu'il y a des pays comme le Bénin qui n'envoient pas de soldats contre Boko Haram parce qu'ils sont incapables d'entendre, d'écouter et de comprendre des ordres en anglais. On est encore en train de se battre entre francophones et anglophones d'une manière ridicule, alors qu'on a les mêmes ennemis. On va revenir sur les Si on choses pratiques. continue comme ça, le prochain vainqueur, c'est hélas le terrorisme en Afrique. On va revenir. Voilà. Je vous laisse réagir comme vous le souhaitez, bien sûr. André Comte-Sponville, je reviens à ma question. Ça sert à quoi un philosophe? Quelqu'un m'a fait un compliment sur vous tout à l'heure en me dire Comte-Sponville, il est bien parce que c'est un philosophe pour ingénieur. Il est pragmatique, il n'est pas trop chiant. Donc, vous voyez, il a enlevé ça. Et puis, il m'a dit au moins, il parle d'un ingénieur qui, lui, a besoin de choses un peu carrées. Mais finalement, ça sert à quoi un philosophe dans ces temps que nous vivons, dans les questions que nous nous posons collectivement, dans les peurs que nous avons? Vous servez à quoi? Et cet après-midi en particulier? Mais un philosophe, bonjour à tous. Un philosophe, ça sert simplement à philosopher. Et ça veut dire quoi, philosopher? Ça veut dire, pour aller au plus court, penser mieux pour vivre mieux. Au fond, un intellectuel, c'est quoi? C'est un professionnel de l'intelligence. Alors, si vous pensez que ça ne sert à rien, essayez la bêtise. On a le choix, si vous voulez. Voilà, et donc... Un intellectuel, c'est un professionnel de l'intelligence. Un philosophe en particulier, c'est un professionnel de la philosophie. Ça sert à faire de la philosophie. Ça ne sert pas à vous dire comment empêcher ou ralentir le réchauffement climatique. Il y a 100 000 personnes en France plus compétentes que moi sur cette question. Ou qui font semblant de l'être, oui. Non, qui sont plus compétentes que moi sur la question. Il y en a des millions peut-être qui font semblant, mais il y en a des centaines de milliers qui sont plus compétents que moi. Ça ne sert pas à vous dire pour qui voter dimanche prochain. Et donc arrêtons de demander à la philosophie de résoudre tous les problèmes. Pendant la guerre dans l'ex-Yougoslavie, un journaliste m'appelle, on venait de bombarder un marché. Il y avait des centaines de morts. Il me dit, vous avez vu ce qui se passe dans l'ex-Yougoslavie, il y a des viols, la purification ethnique, on bombarde les marchés, il y a des centaines de morts. Il ajoute, on a bien besoin d'un philosophe pour savoir ce qu'il faut en penser.
Je lui dis, vous êtes drôle. On viole des femmes, on tue des enfants. Vous avez besoin d'un philosophe pour vous dire ce qu'il faut en penser? C'est absurde, si vous voulez. S'agissant du réchauffement climatique, un, c'est pas moi qui vais l'expliquer. Deux, c'est pas les philosophes qui vont me dire comment le contrebalancer, comment le combattre. Interroger les scientifiques, les économistes, les sociologues, etc. Ça n'est même pas les philosophes qui vont vous dire pourquoi il faut le combattre. Parce que personne ne se pose la question. Le philosophe, il n'est pas là pour dire le bien et le mal, parce que le bien et le mal, tout le monde le connaît. Est-ce qu'il y en a un seul dans la salle qui se demande qu'est-ce qui vaut mieux, transmettre à nos petits-enfants une planète habitable ou pas? Ben non, on est tous convaincus que notre devoir moral, c'est de leur transmettre une planète habitable. Pas besoin d'un philosophe pour ça. Et donc la philosophie, ça sert d'abord à répondre à des questions philosophiques. Comment vivre? Est-ce que je suis libre ou déterminé? Qu'est-ce que le bonheur? Est-ce qu'on peut l'atteindre ou pas? Qu'est-ce que la justice? Dieu existe-t-il ou non? Y a-t-il une vie après la mort? Voilà des questions philosophiques. Alors, si vous pensez que ça ne sert à rien, mais n'en faites pas. On peut vivre sans se poser aucune question philosophique. Mais, comme disait Yankelevitch, on vivra nettement moins bien. Si le philosophe a quelque chose à dire sur les problèmes que vous évoquez, en gros le climat et le terrorisme pour aller au plus court, ça serait deux choses. Un, pour vous pousser à la lucidité. Sur le thème de la conscience collective et nouvelles références, c'est le thème du jour. Le philosophe que je suis vous dira « Ne comptez pas sur une simple prise de conscience, qu'elle soit individuelle ou collective, pour résoudre les problèmes. » Parce qu'en vérité, on a tous pris conscience ici des dangers considérables que le réchauffement climatique fait peser sur l'humanité, sur la vie en général et sur l'humanité en particulier. Combien parmi vous ont renoncé à prendre l'avion? C'est ça le vrai problème. C'est que, un, on sait tous que l'avion est le mode de voie de transport le plus polluant au monde, et de très loin. Deux, nous savons tous que les voyages en avion sont le mode de transport qui se développe le plus à l'échelle de la planète. Pourtant, on le sait, ce n'est pas la prise de conscience qui manque, c'est les moyens d'action. Donc, ce que le philosophe a à vous dire, c'est ne comptez pas sur les bons sentiments pour résoudre le problème. Ne comptez pas sur la morale pour résoudre le problème. On a besoin aussi de politique, de décisions politiques, c'est-à-dire de contraintes, c'est-à-dire de rapports de force, c'est-à-dire de conflits. Et donc le philosophe rajoutera au fond du tragique à la question parce qu'il vous aidera à comprendre que le pire n'est pas sûr, mais que le meilleur est exclu. Le meilleur, ça serait quoi? Ça serait que tout le monde se convertisse à l'écologie et se mette à vivre comme Pierre Rabhi. Eh bien, je vous dis, ça, c'est la seule hypothèse qui soit parfaitement exclue. Quelle référence? Mais arrêtez de faire semblant. Les références qui manquent, on me dit souvent, quelle valeur? Écoutez, je vais vous dire, le choix est très simple. Vous allez agir soit au nom des valeurs que vous avez reçues, soit au nom des valeurs que vous avez inventées. C'est le seul choix. Que ceux qui ont inventé une valeur lèvent la main. Donc, vous n'avez pas le choix. C'est forcément au nom des valeurs que nous avons reçues. Et donc, j'ai envie de dire conscience collective et nouvelles références. Il n'y a pas plus de conscience collective que de nouvelles références. Parce que la conscience, elle est individuelle ou elle n'est pas. Et ce qu'on appelle, pour faire vite, conscience collective, c'est la multiplication des consciences individuelles. Et il n'y a pas de nouvelles références parce que pour l'essentiel, les références qui comptent sont fort anciennes. Au nom de quoi se battre? Au nom des valeurs que nous avons reçues et que donc nous avons à charge de transmettre. Parce que la seule façon de transmettre véritablement, la seule façon, d'être fidèle à ce qu'on a reçu, c'est évidemment de le transmettre. Voilà des petites choses que le philosophe aurait à dire sur ces questions, mais encore une fois, qui ne sont pas l'essentiel de la philosophie. Et moi, je trouve que la philosophie est la chose du monde la plus passionnante. Simplement, elle ne suffira pas à ralentir le réchauffement climatique. Est-ce que le religieux est embarrassé? Parce que finalement, toutes les questions qui se posent là, et par rapport à ce que vient de dire André Comte-Sponville, ce sont des questions que vous posez peut-être, que l'on vous pose aussi, mais finalement, quelle place pour le religieux aujourd'hui, pour la conscience religieuse, pour les références religieuses?
je vois une dichotomie terrible quand on a l'impression dans l'actualité finalement que le religieux peut pousser à des choses extrêmes, horribles et qui nous font peur. Et de manière complètement opposée, on pourrait se dire, mais tiens, et si j'allais me réfugier justement, me réfugier dans le religieux pour me protéger? Comment vous faites ce grand écart entre attaques, certainement que vous devez entendre parfois sur la religion, et en même temps votre discours, vos croyances, votre sagesse, si vous en avez, frère Samuel? Merci. D'abord, la première question, c'était pas ça. Votre question, c'est qu'est-ce qu'on fait ici? Oui. Moi, j'en sais rien. D'accord. Donc vous avez répondu, on passe à la deuxième? Non. Est-ce que ça va servir à quelque chose? Je le saurai à la sortie. Oui. Voilà. Donc, j'ai pas d'idée, j'arrive pas avec un message et des choses toutes faites. Et je me suis pas dit, tiens, je suis religieux, j'ai une fonction à remplir, je vais arriver avec le discours qui correspond et je vais laisser le télécharger dans l'esprit des gens qui sont là. Le religieux aujourd'hui, c'est une espèce de tarte à la crème. Oui. C'est un petit peu la sexualité, vous savez, de la sortie du puritanisme. Hein. C'est-à-dire que c'est un mot qui suscite de la honte, de la colère, de la fascination, de l'excitation chez les pervers. Soyons très précis, parce que je suis philosophe par ailleurs. La religion, c'est des organisations et des institutions qui ont les mêmes tares que toutes les autres institutions humaines, sauf que comme elles touchent des choses plus profondes, elles sont plus perverses quand elles le sont. Hein, le Moyen-Âge disait la corruption du meilleur, ça donne le pire. Donc la corruption d'une institution religieuse ou d'une doctrine religieuse, ça donne le pire de ce qu'on connaisse. Un pervers narcissique, c'est un petit joueur par rapport à un pervers narcissique de type religieux ou par une idéologie qu'on utilise de manière perverse. Ok, ça on est clair là-dessus. Mais peut-on vivre sans institutions humaines? Et y a-t-il des institutions qui ne véhiculent pas une certaine vision du monde, y compris pseudo-religieuse ou anala-religieuse? J'en connais pas. La laïcité a tout autant un discours sur la mondialité des choses et sur la vocation de la personne humaine que la religion. Je ne suis pas sûr que l'idéologie laïque ait plus de pertinence que l'idéologie religieuse, parce qu'elles sont idéologiques précisément. Donc si vous voulez ça non pas que ça ne m'intéresse pas, il faut lutter avec la nécessité tragique de l'institution humaine. S'imaginer qu'on va vivre tout seul, séparés les uns des autres, simplement avec la convivialité humaine, avec plus d'institutions et uniquement de la connexion Internet, pour remplacer l'institution, c'est remplacer un totalitarisme par un autre, ou c'est de ne plus voir qu'on est sous totalitarisme. Donc la question, elle est comment est-ce qu'on lutte contre les institutions dont on fait partie? Comment est-ce qu'on est français en luttant contre ce qu'est l'institution française dans ce qu'elle est perverse? Comment est-ce qu'on se sert de l'hypermarché en luttant contre la perversion de ce qu'est le mode de consommation contemporain? Comment on fait partie des 20% de la planète qui bouffent 80% de la richesse mondiale sans perdre la tête et se tirer une balle dans la tête le matin? Voilà. Ça, c'est des vraies questions. Ensuite, ce qui m'intéresse personnellement, c'est pas ça, parce que ça, c'est une tragédie inévitable. Vivre ensemble, ça ne met pas d'abord en synergie les vertus. Moi, j'ai rêvé longtemps, peut-être parce que je suis né dans les années 60, au fond, qu'une bonne organisation, c'était une organisation, une bonne communauté humaine, c'était une communauté ou une société humaine qui rendait les gens vertueux. Qu'en étant bien organisé, on allait réussir à ce que le groupe soit plus qualitatif que la moyenne des individus. Or, c'est l'inverse. N'importe quel groupe humain, une famille, un club de foot, une paroisse, un pays, une région, un continent, mais d'abord en synergie, c'est logique malsaine, avant de mettre en synergie, c'est logique de compétence. Donc derrière même une communauté religieuse ou un monastère, il y a, si vous voulez, il y a un groupe de malfaiteurs inconscients qui travaillent en sous-main, quoi. Qu'est-ce qui est malsain? C'est bizarre, dans une famille, il y a quoi? Comme dans un monastère, il y a de la lâcheté. Bizarrement, dans la lâcheté, on est vachement complice. Oui. Il y a de l'ambivalence, il y a des faux semblants, il y a des certitudes étroites, il y a du matérialisme égoïste. Il y a ça dans une famille, il y a ça dans une entreprise, il y a ça... Et c'est bizarre, on se trouve la pente est plus glissante dans l'endroit où les passions nous entraînent à une espèce je ne sais pas comment dire ça, de tragédie sans contenu, qu'à la vertu. La vertu, une communauté, elle est au mieux, et c'est vrai pour la France, c'est vrai pour une paroisse, c'est vrai pour l'Europe, c'est vrai pour un club de foot, c'est vrai pour une communauté religieuse. Une communauté, elle est au mieux le plus petit dénominateur commun de la vertu. Voilà, donc il y a du boulot. C'est juste pour dire que ce qui nous manque en France, ce n'est pas des idées, c'est même pas d'avoir des valeurs à titre d'idées, c'est d'avoir des valeurs qui vous sont descendues dans les entrailles et qui vous changent. Voilà. Et donc ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement les institutions religieuses, c'est les traditions spirituelles, religieuses, qui vous emmènent sur un chemin de transformation intérieure. Pas seul, avec les autres, de manière telle que ça vous rende un peu moins inhumain, un peu moins idéaliste, un peu moins planant, un peu plus concret,
un peu plus capable de vous laisser transformer et d'être un vecteur de transformation voilà, du monde dans lequel on est. Ça m'intéresse, oui. Frère Samuel, ça c'est fantastique sur le papier et vous le dites tellement bien qu'évidemment on vous dit oui, on va faire une séance de psy collective en 2 secondes avec vous. On a tous pensé à nos familles, on a vu tous les ingrats qu'il y a dans la famille et bon bref, ça nous a sauté au visage. Mais c'est bien beau, sauf que maintenant on est au pied du mur, on est face à des menaces incroyables, face à des peurs incroyables, face votre truc de collectif, de machin, c'est vachement bien. Sauf que là on est tous en train de penser égoïste, sauver sa peau, tant pis celle du voisin parce qu'il faut que j'évite plein de trucs. Je fais comment pour appliquer ce que vous venez de me dire là, pour une prise de conscience collective, au moment où j'en ai le moins besoin, enfin où j'en aurai le plus besoin, mais j'ai surtout pas envie d'appliquer. J'ai l'impression de ne plus avoir le temps de faire ça. Je fais comment? Alors je pense que la grande clé, elle est, pour le coup, même si nous vivons les choses de toujours, comme le disait André, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, les circonstances dans lesquelles nous sommes sont un petit peu particulières. Pourquoi? Parce que d'abord, la conscience que nous faisons partie de la même famille humaine, certains philosophes l'avaient, certains sages l'avaient, c'est en train de devenir le lot de l'ensemble des individus de la planète. Ça, c'est tout à fait nouveau, je trouve. On s'aperçoive qu'on est irréversiblement, pour le meilleur et pour le pire, solidaires les uns des autres. Les religions primitives en avaient le sens. Mais il faut dire quand même que la culture occidentale nous avait fait perdre le sens de cette obligation à la solidarité. On a pensé qu'à un moment donné, on allait pouvoir s'en dispenser. La solidarité, c'était pour les gens qui ont de l'argent, ils en donnent à ceux qui n'en ont pas. Non, la solidarité, c'est qu'on ne s'en sortira pas les uns sans les autres. Donc, dans cette conscience-là, ou bien on va rechercher une espèce de solution miracle qui n'existe pas, ou bien on s'aperçoit que le fond de la situation dans laquelle on est, c'est la peur. C'est pas qu'on a peur aujourd'hui, c'est qu'on en est là parce qu'on a peur depuis beaucoup trop longtemps. Donc la vraie question, elle est de lutter ou de se positionner par rapport aux peurs de fond. Parce que le monde que nous venons de fabriquer, qui se retourne contre nous pour une part, nous l'avons construit sur la base de la sécurisation. La sécurisation, c'est l'inverse du courage. Et donc je pense que ce qui nous manque, c'est ce que dit Solzhenitsyn à Harvard en 1978, il nous manque le courage, c'est-à-dire la capacité d'affronter l'adversité. Et de pas de déléguer la sécurité à des milices, à la gendarmerie, à l'armée, ou à je sais pas trop quoi. Je veux dire, et donc la question, c'est qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que nous faisons face à nos peurs intérieures? Ça, c'est la vraie clé. L'historien des religions que vous êtes, Odon Vallée, est-ce que finalement dans l'histoire, ce dont on parle là, c'est quelque chose de courant qui a été le terreau de nouvelles religions, d'accentuation de la pratique religieuse, de développement de sectes par exemple, ou d'idéologies nouvelles? Ce qu'on est en train de vivre là, est-ce que l'historien que vous êtes a déjà vu des phénomènes dans ses livres, dans tout ce que vous avez pu étudier? Vous savez, les religions divisent autant qu'elles unissent. Mais les religions, contrairement à ce qu'on croit, ne créent pas beaucoup. Les religions réforment. Jésus était un pharisien libéré, un juif dissident, mais ce n'est pas lui qui a créé le monothéisme. Ce qui se produit par la suite, c'est que la religion suscite des conflits internes. Et les conflits internes sont surtout au sein de chaque religion. C'est-à-dire, les musulmans terroristes tuent 10 ou 20 fois plus de musulmans que de chrétiens. Comme les chrétiens l'ont fait en leur temps avec les chrétiens. Comme les chrétiens l'ont fait en leur temps avec les chrétiens au XVIe siècle. Quand on regarde à peu près le nombre de morts dans les guerres de religion, regardez en une seule nuit la Saint-Barthélemy, elle a fait plusieurs milliers de morts, beaucoup plus que les terribles attentats du 13 novembre dernier. Oui. De la même façon, les vraies rivalités aujourd'hui sont au sein du christianisme entre les évangéliques et puis les catholiques et les protestants des églises historiques. Un prêtre aujourd'hui en Afrique, un pasteur anglican, quel est son rival? Ce n'est pas les musulmans. Le pourcentage musulman chrétien en Afrique est stable. C'est des évangéliques. Donc on passe son temps en réalité à lutter contre ses propres amis. Oui. Mes ennemis, je m'en occupe, je me méfie d'abord de mes amis. De mes amis. C'est ça un peu le problème de la religion. On a beaucoup trop une vision idéaliste des religions, parce qu'il y a des gens pacifiques dans toutes les religions, il y a des gens meurtriers dans toutes les religions. Gandhi était sûrement un hindou pacifique, mais il faut savoir qu'à l'heure actuelle, l'hindouisme est terriblement violent. Il faut savoir que sitôt passé l'est de l'Indus, les musulmans ne sont pas des auteurs de violence, ce sont des victimes de violence à un point incroyable en Inde et dans d'autres pays. Les bouddhistes eux-mêmes sont violents contre les musulmans en Birmanie,
en Thaïlande. Donc tout ça est vraiment à relativiser. Mais mon sentiment est que chez les chrétiens, il y a des gens parfaitement pacifiques, il y a eu des gens d'une extrême violence. Je vous rappelle que le lendemain de l'Anschluss, le cardinal archevêque de Vienne, le cardinal Initzer, demandait à tous les catholiques de porter la croix gammée, alors même qu'il y avait des prêtres qui allaient en camp de concentration. Il faut rappeler également que von Papen, qui était l'un des leaders du parti catholique Centrum allemand, est celui qui a fait venir Hitler au pouvoir, alors même qu'Hitler mettait en prison et dans des camps des prêtres, des évêques catholiques, que l'archiprêtre de la cathédrale de Berlin était fusillé par la Gestapo, alors même qu'il y en avait d'autres, des prélats allemands, qui ouvraient leur cœur et leurs bras à Hitler. Donc, chaque religion a ses victimes, chaque religion a ses bourreaux. Et quelqu'un comme le cardinal Saliège à Toulouse a été quelqu'un de formidable, Monseigneur oui. Théas à Montauban également, mais il faut rappeler qu'il y avait un cardinal, cardinal Baudrillard, qui dirigeait l'Institut catholique et qui bénissait la Waffen-SS, les Français qui partaient combattre dans le front de l'Est. Qu'est-ce qui fait, pardonnez-moi, oui. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on est avec des théories religieuses ou d'autres, alors on va d'abord parler des théories religieuses du moment, qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, ces théories peuvent parfois avoir beaucoup plus de poids, d'impact, d'efficacité même auprès d'une nouvelle génération quand on voit ces jeunes détrompez-vous. Alors attendez, mais je suis journaliste donc je fais exprès de sortir des âneries. Non. Je suis payé pour ça, c'est mon métier, mais juste en gros j'ai que des idées reçues, mais finalement quand je vois partir cette nouvelle génération vers la Syrie, quand je vois partir des jeunes qui partent au combat, qu'est-ce qui fait que dans cette génération c'est beaucoup plus prégnant? Pourquoi est-ce qu'ils pompent beaucoup plus cette idéologie-là alors qu'on a l'impression justement qu'on a tout fait dans nos écoles pour justement éveiller les consciences et faire en sorte qu'ils ne tombent pas dans le panneau? Écoutez, honnêtement... Dites-moi que je me trompe, j'adore. Hein. En 1944, il y a des jeunes catholiques qui se sont embauchés dans la Waffen-SS. Et ils étaient plusieurs centaines. Et il y en a même quelques-uns qui ont été fusillés par les troupes du général Leclerc le 8 mai 1945 en Allemagne. On ne peut pas les réduire à des petits cons, à des petits crétins. Qu'est-ce qui fait que ça marche chez eux? Dans le même temps, il y avait les jeunes du lycée Buffon, mais ça c'était plutôt des laïcs, mais il y a eu 5 jeunes, et on peut dire même 7 jeunes du collège Stanislas qui ont été des martyrs de la résistance, qui se sont fait tuer juste avant la libération, dont personne n'a jamais parlé. Ce qui veut dire que dans une même religion, à toutes les époques, vous avez des jeunes de toutes les religions qui vont rejoindre les bourreaux d'un pays, d'un continent ou de la planète, et vous aurez des jeunes des mêmes religions qui vont défendre leur humaniste. Ma question, c'est pourquoi? Qui répond à ça? Bien sûr qu'il y a des bourreaux et des victimes et des héros dans toutes les religions, comme dans toutes les idéologies, ou peu s'en faut. Je crois que le cœur du mystère ou du problème, parce que je pense qu'il a sa solution, c'est qu'on personne ne fait le mal pour le mal. On ne fait le mal que pour ce qu'on juge un bien. Exemple traditionnel, chez Épictète, un disciple d'Épictète se plaint, il est très en colère parce qu'on lui a volé son manteau. Alors Épictète lui dit « Ah bon, parce que tu pensais qu'avoir un manteau, c'était bien ». Alors lui, tu dis « Bah oui, bien sûr, tu as vu le temps qu'il fait ». Épictète lui dit « Bah tu vois, ton voleur a pensé la même chose ». Autrement dit, on ne vole pas un manteau parce qu'il est mal de voler, on ne fait pas le mal pour le mal. On vole un manteau parce qu'il est bien bon d'avoir un manteau. Et ça, c'est sans exception. Hein, ceux qui croient que le sadique fait le mal pour le mal, pas du tout. Il fait du mal à l'autre parce que ça le fait jouir, lui. Mais son plaisir pour lui, c'est un bien. Hitler n'a pas fait le mal pour le mal. Il a fait le mal parce qu'il considérait que le Reich de Milan, le règne du nazisme, c'était un bien. Donc, on ne fait le mal que pour un bien. Mais du même coup, plus le bien auquel on croit ou qu'on vise est considérable, absolu, plus on va s'autoriser un mal considérable. Parce qu'au fond, si on n'agissait que par égoïsme, dans son tout bête intérêt personnel,
Quel intérêt personnel pourrais-je avoir à tuer des milliers de gens? Aucun. Je vais me faire des ennemis. Sauf si on pense que c'est pour faire du bien. Que sais-je, voyez. Et donc, le salaud ordinaire, celui qui n'agit que par égoïsme, est certes un salaud, mais au fond, il est beaucoup moins à craindre que le fanatique qui agit pour un bien qu'il juge absolu. Si c'est pour mon bien, moi, je ne vais pas tuer des milliers de gens. Si c'est pour Dieu, pour la patrie ou pour la révolution, il faut voir. Et donc, c'est cette logique-là qui est au cœur du fanatisme. Le paradoxe étant qu'on fait un mal d'autant plus considérable que c'est au nom d'un bien d'autant plus absolu, mais que ce bien dont on est certain subjectivement, on est parfaitement incapable d'en démontrer la validité. Vous savez, Montaigne écrivait dans les Essais « C'est mettre ses conjectures à bien haut prix que d'en faire cuire un homme tout vif. » Mais le paradoxe, c'est qu'on allume les bouchers que pour des conjectures, on n'a brûlé personne au nom des mathématiques. C'est tout le paradoxe, c'est que c'est justement sur des conjectures, donc des choses incertaines, oui, mais qu'on érige en absolu, qu'on prétend massacrer des milliers d'innocents qui ont le malheur de ne pas avoir la même croyance que vous. Eh bien, ce que la petite peut ajouter là, c'est que le combat pour les Lumières continue, le combat pour la tolérance, et que c'est un combat contre le fanatisme. Eh bien, je vais vous dire, contre le fanatisme, malgré la jolie chanson de Jacques Brel qu'on a écoutée à la télé lors du dernier hommage républicain aux victimes du 13 décembre, l'amour ne suffira pas. Frère Samuel, vous avez voulu couper 3 fois la parole parce que vous n'étiez pas d'accord ou... Non, pas du tout, parce qu'en écoutant André, je l'entendais décrire sous la figure de la religion dans ce qu'elle a d'abominable, exactement la problématique dans laquelle nous sommes aujourd'hui avec la COP21. À ce que je sache, c'est au nom du développement de l'Occident, de son droit à la Lebensraum de l'économie libérale mondialisée, qu'on est en train de créer un déséquilibre durable grave pour les générations qui suivent. Et donc, si je t'écoute bien, il y a d'une certaine manière aussi une idéologie qui n'est pas celle des Lumières, mais qui est celle de l'homme en soi que nous voulons protéger, c'est-à-dire l'homme occidental, donc que nous voulons planétariser, le modèle de la libération de l'individu tel que nous la concevons, autour duquel nous avons organisé notre système économique, notre système politique et la colonisation des consciences mondiales, puisque désormais l'Occident, je dirais, la planète est occidentalisée. Alors elle n'est pas occidentalisée à coup de textes de français et de méditation philosophique ou même de méditation spirituelle, elle est colonisée grâce à la consommation de masse, elle est colonisée grâce à la médiatisation des images occidentales, et vous doutez bien que ce n'est pas d'abord les chaînes éducatives que les antennes paraboliques captent à l'autre bout du monde, et elle est mondialisée parce que nous, à coup de finance, et donc d'une certaine manière, on a tout à fait raison de dénoncer l'idéologie qui veut le bien des hommes et qui, au nom du bien des hommes au pluriel, finit par en massacrer tout un nombre, mais il faudrait s'apercevoir qu'on est dans la même problématique totalitaire. Alors elle est plus soft, parce qu'elle n'affiche pas la haine d'autrui. Personne n'a affiché la haine de la planète. Personne n'affiche la haine des générations qui suivent. Personne aujourd'hui, ayant plus de 45 ans, n'affiche la haine de ses enfants et petits-enfants. À ce que je sache, l'incapacité que va avoir le pays qui s'appelle la France à payer la retraite des générations futures sans créer un endettement supplémentaire, ça n'affecte personne. Je n'entends aucun futur retraité décréter qu'il est évident qu'il n'aura pas une retraite supérieure à 2 fois le SMIC parce qu'il faudra bien qu'il paye la dette qu'il a créée lui-même, non? Oui. À ce que je sache, laisser la dette écologique ou la dette économique sur les générations futures telles que nous sommes en train de le faire, c'est de la destruction massive de personnes humaines, pas simplement de choses matérielles. Donc je suis d'accord, et c'est pour ça que mais j'ajouterais qu'en plus de la conscience critique des Lumières, ce qui manque pour moi aux Lumières, c'est la conscience de l'extrême fragilité et de la pensée et de l'existence et de la solidarité humaine. Parce que ce qu'on a réussi dans les Lumières, c'est peut-être la liberté de la conscience. L'égalité, on l'a voulu, on ne l'a pas faite. Par contre, ce qu'on a tous raté, les chrétiens aussi, c'est la fraternité. C'est-à-dire la capacité à dépendre les uns des autres dans la fragilité, en comprenant comment on pourrait éviter de la ramener avec des solutions et qu'on pourrait empiriquement essayer de s'en sortir pas à pas en prévoyant de ne pas laisser sur les générations futures ou sur d'autres peuples collatéraux le poids de nos choix. Ça, c'est la vraie question. Et celle-là, je dis qu'elle est très ancienne et elle est parfaitement nouvelle. C'est Caïn et Abel. Allons-nous nous entretuer fraternellement ou allons-nous comprendre comment est-ce que la peur de l'autre doit être transformée en une capacité progressive à lui faire confiance dans une fragilité commune? Frère Samuel, avant de donner
Avant de donner la parole à la salle dans quelques minutes, je voudrais juste vraiment vous dire que moi je ne comprends pas. Je suis au milieu de tout le monde ici en train de nous écouter. Vous êtes formidables et évidemment ça me plaît, mais vous vous foutez de nous. Parce que quand vous me dites que l'égoïsme, non, etc., vous rigolez ou quoi? Si je parle de protéger la planète, alors on fait des grandes routes qui nous coûtent des centaines de millions au Bourget pour des types qui auraient pu se parler par Skype, mais qui sont là en train de le faire, pour se dire que finalement, il ne faut pas jeter des bouteilles en plastique, mais on s'en fout, tout le monde jette des bouteilles en plastique tous les jours parce que la poubelle est à 10 mètres et c'est 10 mètres trop loin. On est en train de polluer parce que j'ai quand même pas changé ma bagnole, je l'ai acheté il y a 2 ans, elle est un diesel, j'attendrai un peu, voilà. C'est toujours bien de commencer, mais c'est surtout si les autres commencent. La guerre, c'est pas bien, n'empêche qu'on se bagarre à nos frontières, n'empêche qu'on va se bagarrer nos économies, etc. Vos religions, elles sont juste formidables parce qu'elles me disent qu'il faut que je change de choses, mais moi je préfère que les autres changent. En gros, là, on repose que sur des égoïsmes. On repose finalement que sur la déresponsabilisation chacun de sa vie. On partage les mêmes constats. En revanche, on ne partage pas les mêmes solutions puisqu'on a l'impression que les solutions doivent être portées par les autres. Donc je me déresponsabilise sur les autres. Et finalement, moi, vos bouquins, ils sont formidables. Mais si vous voulez, ça me pompe un tout petit peu l'air comme donne des leçons parce que je ne vais pas le faire. La philosophie, n'en parlons pas. La pensée, n'en parlons pas. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met des baffes à tout le monde? Est-ce qu'à un moment donné, on les attache? Qu'est-ce qu'on dit finalement pour que tout le monde aille dans le même sens et soit de moins en moins égoïste et se responsabilise avant de demander aux autres d'être responsables? Alors non, écoutez, honnêtement, il ne faut pas exagérer. La France est sans doute un des pays du monde où on vit le mieux. Oui, mais ça, on n'a pas dit... C'est le pays du monde qui est le plus visité. Paris est la première destination touristique du monde. Les 2 monuments les plus visités au monde sont Notre-Dame avec 13 millions de visiteurs et le Sacré-Cœur avec 11 à 12 millions. Oui, mais on s'en fout d'emballer du nombre de touristes. Non, on ne s'en fout pas du tout. Ça veut dire, cher ami, que la France est un pays où l'on vit quand même bien. Mais malgré les problèmes de climat, malgré les attentats, malgré beaucoup de choses, c'est sans doute l'un des pays du monde où l'on souhaite le plus aller. C'est même un vrai problème, car ce qui nous menace réellement dans les années à venir, c'est une immigration beaucoup plus forte que ce qu'on a connu, venant de pays comme le Mali ou le Niger, où il y a une explosion démographique dont personne ne parle et dont le pape François ne s'est pas aperçu dans son encyclique. Mais aucun pays au monde n'attire autant que la France. Bon, super. Et une fois qu'on a dit ça, Aude, on va aller répondre à ma question. Oui. Le constat, c'est le même. Mais c'est justement parce qu'on vit dans un pays formidable, en fait, qu'on laisse les autres faire et qu'on demande à l'Afrique de faire des efforts, qu'on demande au reste du monde et que nous, on doit se dire, ben, finalement, je ne fais pas d'efforts puisque je suis dans un pays tellement beau et tellement formidable. On fait des efforts et la France, sur ce plan-là, n'est pas le pays le moins bien placé. Regardez comment ça se passe ailleurs. Non, mais... Les efforts qu'a pu faire la France en matière de droit, par exemple, de l'environnement depuis 45 ans, sont des efforts largement égaux, si ce n'est supérieurs, à ceux faits par les pays étrangers. Mais les Français aiment bien en général dire du mal de leur pays. Oui, mais je vous confirme. Ils ont un peu une sinistrose. Mais pour l'instant, la France est un pays à l'échelle mondiale très largement privilégié. André Comte-Sponville, répondez à ma question, hein, pas à ce qu'il vient de dire. Moi, je crois qu'il est vain de compter sur le progrès moral des individus, c'est-à-dire de l'humanité, pour résoudre quelques problèmes sociaux que ce soit. Et on compte sur quoi? Par exemple, nous ne sommes pas meilleurs moralement que les Grecs du IVe siècle avant Jésus-Christ. Mais notre société est incomparablement supérieure à la leur. Une société esclavagiste, la nôtre ne l'est pas. Et on pourrait prendre 1000 exemples comme ça. Autrement dit, contrairement à la tarte à la crème qui court les milieux spirituels, il faut d'abord se transformer soi-même pour transformer l'humanité. Je crois que depuis 100 000 ans, l'humanité n'arrête pas de faire progresser la société en conservant les individus tels qu'ils sont. Parce que le petit humain qui naît aujourd'hui, c'est le même que celui qui naissait il y a 10 000 ou 20 000 ans. Et donc, les leçons de morale ne suffiront jamais. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire, mais ça ne suffira jamais. Permettez-moi de vous donner un exemple personnel. Monsieur Sarkozy m'a humilié 3 fois du temps où il était ministre de l'Intérieur. Je vous explique la chose. Alors, il faut que vous sachiez, pour comprendre l'histoire, que, comme vous le savez, je suis philosophe. Comme vous ne le savez peut-être pas, je suis père de famille. Je ne m'intéresse absolument pas à l'automobile et je n'aime pas du tout la vitesse. Et donc, concrètement, sur autoroute,
J'allais rarement au-delà de 140 km/h. Je savais bien que c'était limité à 130, mais enfin bon, j'étais plutôt à 140, comme tout le monde. 150, bien sûr, ça m'est arrivé, mais c'est que vraiment, j'étais pressé. 160, il serait malhonnête de dire que je ne l'ai jamais fait, mais ça, vraiment, c'était l'exception. Pourtant, j'étais père de famille et d'enfants jeunes à l'époque. Je n'aime pas l'automobile, je n'aime pas la vitesse, et j'ai lu les plus grands philosophes du monde. La lecture de Montaigne, de Kant, de Spinoza, l'amour de mes enfants n'y faisait rien. 140, 150, 160 km/h. 3 petits radars, 3 petits PV, 3 petits points en moins sur mon permis ont été plus efficaces pour me faire lever le pied que l'amour que j'ai pour mes enfants et que la lecture des plus grands philosophes du monde. Merci, monsieur. C'est donc monsieur Sarkozy. Merci, monsieur Sarkozy, pour la leçon. Et je vous précise que celui qui vous dit ça est quelqu'un qui n'a jamais voté pour Sarkozy. Mais c'est un tout autre problème. Ça veut dire quoi? Parce que le paradoxe, attention, le paradoxe, c'est que les lois qui limitent la vitesse, qui ont créé les radars, les sanctions, le permis à points, je suis pour, j'ai voté pour par la médiation de mes représentants. Eh oui. Vous allez me dire, comment se fait-il que je les vote comme citoyen et que je les viole comme conducteur? Mais la réponse est toute simple. C'est que quand je vote pour le Parlement lors des élections, la vitesse que je veux limiter, mais c'est la vôtre, bien sûr. Bien sûr. Alors qu'au volant, la vitesse que je ne veux pas limiter, c'est la mienne. Bien sûr. Autrement dit, c'est la même structure anthropologique qui est aussi vieille que l'humanité depuis 100 000 ans. On ne fait le mal que pour un bien, on ne fait le bien que pour un bien. Il ne s'agit pas de condamner toute pensée qui vise un bien, évidemment non. Mais ça veut dire que nous avons besoin, d'humilité. Ce qui est insupportable, c'est ceux qui prétendent détenir l'absolu en personne. C'est ça le fanatisme. Moi, je reproche à personne de croire en Dieu. Je reproche évidemment à des terroristes de prétendre tuer parce que je n'ai pas la même foi qu'eux. Donc être humble, être lucide sur la limitation de notre savoir, de nos croyances, et être aussi lucide sur le fait que l'humanité, pour avancer, ne s'est jamais contentée de leçons de morale, et c'est pour ça qu'on a besoin de politique. Eh bien, le rôle du philosophe que je suis, c'est de vous dire, comptez un peu moins sur la morale, un peu moins sur les bons sentiments, et un peu plus sur la politique. Or, il n'y a pas de politique sans pouvoir, il n'y a pas de pouvoir sans contrainte. Et le plus difficile pendant les négociations de la COP21, ce n'est pas de savoir s'il est bien ou mal de limiter le réchauffement climatique. On sait tous qu'il faut le faire, enfin que moralement, c'est notre devoir. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on fait pour l'imposer à des citoyens qui sont tous prêts pour l'imposer aux autres, mais dont la plupart ne sont pas prêts à se l'imposer à eux-mêmes. Merci André Comte-Sponville. Bien sûr. Il vous a réduit le champ d'action là dans ce qu'il vient de dire. Alors moi je préciserai 2 choses. Je pense que oui, il y a un progrès des sociétés et celles dont nous faisons partie, nous devons en rendre grâce aux hommes d'ailleurs d'abord, mais pas que peut-être, tous les jours. Parce que l'invention de la transcendance de la dignité de la personne humaine, voilà, c'est une invention ancienne que les Grecs ont commencé, que le judéo-christianisme a continué, que les Lumières ont libéré d'une manière religieuse étroite de la considérer. Et ça, voilà, c'est une immense chose. Par contre, j'ajouterais que plus les sociétés évoluent, plus la sophistication de leur perversion évolue aussi. Et donc, je ne suis pas certain qu'une société aussi élaborée que la nôtre ne soit pas aussi une société capable de générer une perversion moins objectivable. Je ne suis pas certain, tu parlais de l'esclavage, je ne suis pas certain que le statut social, l'existence concrète d'un certain nombre de nos contemporains en France soit beaucoup plus enviable que les esclaves de la période grecque. Je n'en suis vraiment pas certain. Pour faire partie plus de ce peuple, par ma vocation, non pas de religieux, mais tout simplement d'écoutant des gens en souffrance, voilà. Et donc, la sophistication du mal fait partie des sociétés plus élaborées. Et donc, je suis d'accord, ce n'est pas la morale. Et donc, je ne crois pas tellement que l'exhortation à faire le bien change quoi que ce soit. Je ne suis pas certain non plus que la punition, d'ailleurs, à l'égard du mal, peut-être que ça évite le pire dans la plupart des cas, mais ça n'améliore pas les choses. Mais c'est significatif. Les 2 choses qui font bouger, tu évoquais les enfants. Moi, si je n'ai pas dépassé certaines vitesses, si j'ai dépassé plus de 160 km/h 1 ou 2 fois, mais j'étais seul. C'est la présence de gens que j'aimais qui m'ont fait ralentir. Et donc, les 2 choses qui nous permettent de nous convertir, c'est-à-dire de changer notre manière de voir par rapport à l'égoïsme foncier qui nous anime, c'est l'émerveillement à l'égard d'êtres précieux qui nous sont chers. Même s'il y a encore de l'égoïsme là-dedans, il y a quelque chose qui me décale dans l'émerveillement, dans la joie que l'autre me cause. Et là, tout d'un coup, la préciosité de la vie d'autrui
peut me faire faire des choses que jamais je n'aurais fait autrement. Et la deuxième, tu l'as mentionné, c'est la souffrance. Il y a un moment donné où quand je me prends le mur, alors j'envisage, malheureusement, c'est un peu tard, enfin, ou pas définitivement, si je ne suis pas mort, mais de changer quelque chose pour ne pas m'en reprendre un deuxième, vu la souffrance que j'encaisse. Ça, c'est la réforme de l'animal, hein, qui, une fois qu'il a souffert, essaye de ne pas recommencer une deuxième fois. Et évidemment, il est dommage que l'on doive recourir à la souffrance, mais qui pourrait prétendre s'en passer complètement pour se transformer. Et donc, je dirais, il y a à la fois l'humilité de l'émerveillé ou du ravi de la crèche, qui tout d'un coup, devant quelque chose d'extrêmement précieux, change sa manière de voir et est dans un état non pas d'extase, mais de décentrage de lui-même. Et puis, la souffrance. Et il me semble que la nature, puisqu'on ne célèbre pas la nature en allant se balader à poil dans les bois, en chantant je ne sais pas trop quoi, mais nous célébrons la grandeur de cette immensité dont nous sommes un des joyaux, et l'émerveillement, la préciosité fragile de la réalité matérielle, comme nous ne l'avons jamais perçue. Aucune civilisation n'a imaginé que l'univers était fragile. Alors nous sommes une toute petite partie de cet univers. Voilà. Et donc l'émerveillement devant cette fragilité précieuse et le mur, non pas que nous allons prendre, dans lequel nous sommes déjà enfoncés, et la souffrance qu'elle commence ce mur et ce choc-là, climatique, à engendrer chez un certain nombre de nos confrères humains, devrait nous réveiller. Comme tous les autres chocs, bien sûr. Merci, frère Samuel. Je donne la parole au premier rang. Je vous l'ai dit, c'est forcément frustrant pour vous, pour moi, pour eux, vous n'imaginez pas. Mais on va aller donner la parole aux étudiants qui ont préparé aussi cette rencontre. Ils sont au premier rang. Je vais vous inviter à prendre le micro. On va vous l'apporter ici, s'il vous plaît. Vous allez vous lever pour vous présenter également, que l'on puisse vous entendre et vous voir. Qui commence? Qui prend la première question? Au premier rang, les étudiants, s'il vous plaît. Les étudiants du panel. Hop, je vous invite à vous lever. Vous êtes dans le panel, jeune homme? Tout à fait. Très bien. Bonjour, je vous invite à vous présenter. Le micro. Bonjour, Raphaël. Bonjour, Donc, Raphaël. Étudiant au CELSA, une école de communication. Personne n'est parfait. Dites-nous. Exactement. Vous les avez tous les trois. Question rapide, réponse rapide maintenant de la part de tout le monde. Une question rapide, je rebondis donc sur ce qui vient d'être dit par rapport à la politique et à la conscience morale. Est-ce que du coup, vous nous avez dit que les leçons de morale ne suffisaient pas et qu'il fallait en attendre beaucoup de nos politiques. On a certainement un rôle à jouer sur la politique avec le vote. Mais on est face à un constat aujourd'hui. Est-ce que justement la politique ne se retrouve pas un peu au pied du mur? On parle beaucoup de la société civile. Et du coup, je vous pose la question, est-ce que la philosophie n'a pas justement un rôle à jouer là-dedans? Dans le sens où c'est quand même les morales individuelles de chacun, d'avoir sa propre conscience morale qui nous ferait évoluer vers une politique collective. Voilà. C'est donc un sujet du baccalauréat qu'on traitera en 4 heures l'année prochaine, si vous voulez bien. Non, mais merci. Bon, bah, voilà, André Comte-Sponville, en 12 secondes 24, s'il vous plaît. Non, la philosophie peut réfléchir sur la politique comme sur tout. À mon avis, surtout pour insister sur la différence entre la politique et la morale. Prenons l'exemple du chômage. Que nous dit la morale sur le chômage? Une seule chose, il faut le faire reculer. Ben là, super. D'accord. Mais le problème, c'est pas de savoir s'il faut faire reculer le chômage ou non, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire reculer le chômage. À cette question, la morale ne répond aucunement. Oui. Est-ce qu'il faut y parvenir par une réduction du temps de travail, les 35 heures, puis les 32, puis les 29, ou par une libéralisation du marché du travail? La morale ne répond pas, c'est un choix politique. Deuxième observation, ce que le philosophe peut vous dire, c'est qu'en gros, dans une démocratie, on a les hommes politiques qu'on mérite. Super. Si ceux que vous avez ne vous plaisent pas, prenez-vous-en à vous-même et battez-vous pour en changer. Mais on ne fera pas croire que la France est un pays avec un peuple de 60 millions d'individus formidables qui serait malencontreusement gouverné par un carteron de lâches et d'imbéciles. Ça n'est ni vraisemblable, ni lucide, si vous voulez. Merci. Et donc, moi, je crois qu'il faut réhabiliter la politique. Oui, c'est urgent pour faire reculer le populisme. Il est urgent de réhabiliter la politique et on n'y parviendra pas en crachant perpétuellement sur ceux qui la font. Odon Vallée, une réaction rapide, s'il vous plaît. Alors, je vais un peu dans le sens de ce qu'a dit Comte-Sponville. Il se trouve que depuis de longues années, je préside un jury du baccalauréat à Paris, en L, en ES, en S. En philo, il y a eu de très nombreux sujets sur la politique ou le politique et l'individu. Et d'une manière générale, les copies évoluent et évoluent en défaveur de la politique. C'est-à-dire que les élèves sont de plus en plus sévères à l'égard du politique. Et finalement, les correcteurs sont un peu comme les élèves d'ailleurs.
Or, je crois, comme Conspanville, que ce n'est pas tout à fait vrai. On a, comme il l'a dit, les dirigeants que l'on mérite. Et si l'on prend un peu l'échelle de la planète, hein, je crois que nous ne sommes pas en France vraiment mal lotis en matière de politique comparé à certains pays ou à certains candidats, où vraiment les hommes politiques sont d'une corruption et d'une nullité très très grande. Par contre, ce qui nous interroge, c'est pourquoi dit-on tant de mal du politique en ce moment? Je crois que tant qu'on avait un taux de croissance de 4 ou 5% par an, tant qu'on vivait mieux chaque année, on disait les politiques ne sont pas si mauvais. Maintenant que les conditions de vie ne s'améliorent pas pour de grandes catégories de la population, on a tendance à accuser nos politiques sans voir que les causes de nos difficultés sont en grande partie planétaires et que la France, c'est, je le rappelle, 1% du monde et même 0,8% en matière de population. Merci. Giscard d'Estaing l'avait rappelé en 81, ça lui a fait perdre les élections, mais il avait raison. Merci Oudon Vallée. Mademoiselle, bonjour. Au premier rang, je vous invite à vous lever, à vous présenter. Bonjour, je suis étudiante à l'USP, à une école de communication aussi. Je vais m'adresser aux trois intervenants. Est-ce que vous croyez aujourd'hui en une prise de conscience collective européenne et mondiale vis-à-vis du changement climatique? Merci. Frère Samuel, pour commencer. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a une minorité, mais qui grossit. Je pense à l'exemple de la France, de personnes qui, pour le coup, choisissent pour leur bien de commencer à changer leur manière de vivre, qui ont compris que l'écologie, c'est... Enfin, la vraie morale, c'est de l'écologie de soi. Hein. La morale, ça ne sert à rien si c'est pour me remplir la tête avec des idées toutes faites sur mon bien. Par contre, l'expérience empirique montre qu'effectivement, il y a une manière pas seulement de se nourrir, mais il y a une manière de nouer des relations avec ses voisins, il y a une manière de vivre de la solidarité, pour le coup de la convivialité, il y a une manière de gérer de manière restreinte les communications qui m'externalisent en permanence à la superficie de moi-même. Voilà, il y a des manières de vivre et je pense que cette minorité grossit. Ça me fait... Et c'est ça qui m'intéresse le plus dans mon pays. Je trouve que d'ailleurs dans cette minorité, il y a une réflexion politique au sens du qu'est-ce que c'est ce nouveau vivre ensemble. Donc il y a une sortie. Alors je la rêve pas cette minorité, encore une fois, mais je pense que ça c'est à noter. Ce qui manque encore, c'est une visibilité de cette minorité et sa capacité à faire bouger des endroits emblématiques. Hein, on aimerait que les espaces hospitaliers, que les maisons de retraite, que l'école par exemple, soient contaminés par cette manière de vivre qui existe dans certaines PME, qui existe dans certaines associations, qui existe dans certains quartiers, qui existe dans certaines régions du monde rural. Voilà. Cette nouvelle forme de solidarité qui n'est pas nécessairement dans la générosité mystique, hein, mais qui est tout simplement dans une intelligence plus profonde et plus simple du bien de soi. Voilà. Donc ça, je pense que c'est une prise de conscience qui se fait, je la vois plutôt sous la forme de la contagion capillaire, hein, de personne à personne, que sous la forme d'une espèce d'illumination collective ou de gourou qui va nous dire ce qu'il faut penser. Merci. Oudon Vallée. Une petite remarque. Votre question concernait les niveaux de décision. Je crois qu'il n'y a pas un niveau à privilégier parce que le niveau national, européen, mondial, sont des niveaux qui sont régis par des règles de droit extrêmement différentes. En Union européenne, il y a le principe de subsidiarité. On doit commencer à agir au niveau des États. Au niveau international, il y a de très nombreux organismes. Par exemple, en matière d'environnement, vous avez un droit international maritime, un droit aérien, avec diverses instances, arbitrales ou autres, qui ont un rôle important. Et n'oublions pas, puisqu'on vote bientôt, que la région a elle aussi un rôle non négligeable avec les parcs naturels régionaux. N'oublions pas les entreprises, n'oublions pas les individus, tout simplement. Donc il n'y a pas un niveau de décision. Tous les niveaux de décision sont concernés, car en la matière, le coercitif n'a aucune chance de triompher. Voyez-vous, la conférence de Paris est présidée par mon vieux camarade Fabius. Enfin, c'est lui qui l'a préparée et qui dirige tous les débats. Il appréciera? Oui, je veux dire... Le vieux camarade, je voulais dire. Ah bah oui, ça fait 45 ans que je le connais. Je ne suis pas d'accord avec tout sur lui, mais on se connaît très bien. Je vois bien ce qu'il dit. Il dit « on n'arrivera que par le consensus ». Et puisque vous disiez il l'appréciera, je dois avoir 20 anciens élèves ministres, j'ai eu 2 premiers ministres, j'ai eu 60 députés, 40 sénateurs. Je n'en connais pas un seul qui dira on va améliorer le climat par la coercition. Pas un seul.
On ne pourra que par le consensus et de manière pacifique. On ne va pas se faire la guerre pour le climat, sinon elle sera perdue d'avance. Il faut bien en être conscient. Odon. C'est donc auprès de vous qu'on peut se plaindre si on ne se plaît pas avec tous ces ministres-là. Oui, vous pouvez vous plaindre. Ils ont leurs défauts, mais ils ont leurs qualités quand même. Merci pour la question, mademoiselle. Une autre question, certainement dans le panel, s'il vous plaît. Ici, mademoiselle, bonjour. Je vous invite à vous présenter. Bonjour, je m'appelle Marie Delavoye. Je suis membre de l'Agora, tribune étudiante de l'EDEC. C'est une question qui s'adresse à monsieur André Comte-Sponville. Vous avez beaucoup parlé du fait qu'on ne peut pas forcément compter donc, sur la moralité pour changer les choses dans notre société. Le mot égoïsme est revenu à plusieurs reprises. Est-ce que vous pensez, à la manière de Mandeville dans sa fable des abeilles, que l'égoïsme va sauver notre société, va nous permettre de trouver des solutions? Et si oui, pourquoi aujourd'hui ça ne marche pas, alors qu'on nous dit qu'on a atteint le paroxysme de l'égoïsme? André Comte-Sponville. Le paroxysme de l'égoïsme, j'en suis pas sûr. Je ne vois pas en quoi nous sommes plus égoïstes aujourd'hui qu'au XIXe siècle, ou qu'au Moyen-Âge, ou dans l'Antiquité. Je pense même en vérité qu'on l'est plutôt moins. Ah bon? Pour des raisons qui touchent à la politique davantage qu'à la morale, mais en vérité, dans aucune société, à ma connaissance, dans aucun point du globe, les plus faibles et les plus pauvres n'ont été mieux protégés que dans l'Europe de l'Ouest aujourd'hui. Ça n'est jamais arrivé. Le simple fait que plus personne ne soit mort de faim en France depuis des décennies à l'échelle de la planète est une espèce de miracle, si vous voulez. Mais encore une fois, c'est davantage grâce à la solidarité nationale, donc à la politique, à la générosité individuelle. Premier point. Deuxième point, l'égoïsme, c'est quoi? C'est tout bêtement le droit d'être heureux, de chercher son bonheur, comme dit la Constitution américaine, avant de contribuer au bonheur des autres. Voilà. Et pourquoi ce serait immoral, attendez, je termine. Vous savez, Lévinas disait, au fond, la morale se résume en une formule de politesse. Après vous, je vous en prie. L'égoïsme dit le contraire. Moi d'abord. Voilà. Et c'est pourquoi, depuis 100 000 ans, l'égoïsme et la morale sont en tension. La morale, ça sert essentiellement à combattre l'égoïsme. Troisième point, dès lors que nous sommes égoïstes d'abord, quand je dis égoïste, en vérité, le véritable égoïste, c'est pas moi d'abord, moi tout seul. C'est mes enfants d'abord, ma femme et moi ensuite, les autres, on verra s'il reste quelque chose. C'est ce que j'appelle l'égoïsme dilaté à la taille de la famille. Je suis prêt, comme la plupart d'entre vous, à donner ma vie sans hésiter pour mes enfants. Pour les vôtres, c'est moins clair. C'est comme ça que nous sommes égoïstes. Mais là où Samuel a raison, c'est que ce n'est pas la générosité qui va sauver la planète, c'est la solidarité. Quelle différence je fais entre les deux? La générosité, par définition, elle est désintéressée. C'est le contraire de l'égoïsme. Alors que la solidarité, ce n'est pas le contraire de l'égoïsme, c'est sa régulation socialement efficace. Il s'agit d'être égoïste ensemble et intelligemment, plutôt que bêtement et les uns contre les autres. Si nous étions généreux, nous donnerions beaucoup d'argent à l'Afrique par amour de l'humanité, par générosité. Mais comme nous sommes moins généreux qu'égoïstes, il nous reste à être intelligents et à comprendre ce qu'a dit Odon Vallet, c'est que si nous n'aidons pas l'Afrique à se sauver, nous sommes nous aussi foutus. La générosité, elle est désintéressée. La solidarité ne l'est jamais, puisque la solidarité, c'est une convergence d'intérêts. C'est pourquoi la générosité, moralement, est plus admirable. Et c'est pourquoi la solidarité, socialement, est plus efficace. Merci André Comte-Sponville. Odon, rapidement s'il vous plaît. J'ai d'autres questions dans la salle. Et je préfère vous frustrer vous que les frustrer eux. Une fois de plus, je suis d'accord avec Comte-Sponville, mais une remarque. Les grands systèmes moraux sur l'égoïsme, etc., l'altruisme, ont été élaborés à des époques, il y a 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, où la population de la planète variait entre 100 et 250 millions d'habitants. Oui. Aujourd'hui, on est à 7 milliards 500 millions et les rapports entre l'individu et les autres ne peuvent pas être les mêmes. Pour prendre un exemple, en 1947, Karachi au Pakistan avait le même nombre d'habitants que Marseille, à peu près 600 000, et maintenant Karachi a 30 fois plus d'habitants que Marseille. Quand on est serré à un point aussi incroyable qu'on l'est dans ces mégalopoles des pays du Sud, forcément, les relations entre l'individu et le groupe, les notions d'égoïsme et d'altruisme ne peuvent plus être les mêmes et je pense que c'est l'un des principaux problèmes de l'avenir de la planète. Merci de ce regard également. Autre question, si vous voulez bien, du panel. Je prends encore 2-3 questions du panel. Rapidement, s'il vous plaît.
Vous n'en voulez pas du micro? Attention, je passe à la salle dans 2 secondes. 3, 2, 1. Je passe à la salle, s'il vous plaît. Qui dans la salle veut prendre la parole et veut se saisir du micro? Qui lève la main? Bonjour, levez bien la main, s'il vous plaît, que l'on vous voit. Mademoiselle, s'il vous plaît, ici à l'avant-dernier rang. De ce côté, d'autres questions? Allez-y, madame. Le premier qui a le micro, allez-y. Madame, bonjour, je vous invite à vous présenter, à vous saisir du micro. Merci, les copains, de le faire passer. Madame, je vous invite peut-être à rester debout. Vous êtes filmée par la presse internationale, c'est pour ça. Il y a Philosophie Magazine, Religieux Magazine, Odon Vallée Magazine. Madame, bonjour. Je vous remercie. Je m'appelle Garabagui. Je suis ancien fonctionnaire international et actuellement je fais de la recherche, je fais des publications et j'ai travaillé sur la question du progrès du genre humain. Je vous invite à votre question. Alors, madame, ma question, c'est que, parce que j'ai beaucoup apprécié la remarque de M. Comte-Sponville au sujet du fait pour l'esclavage, la remarque que vous avez faite pour le progrès du genre humain, justement, vous dites qu'on a fait des progrès parce qu'il n'y a plus d'esclavage. Et comme vous venez de définir, la solidarité et finalement la générosité qui est institutionnalisée. Votre question. Alors, ma question, ça me dérange de ce que mon père Samuel a dit. Vous avez dit que, bon, aujourd'hui, l'esclavage, on est autrement dans l'esclavage. Mais je pense qu'il faut quand même un peu éclaircir la situation, si vous ne pensez pas ça, parce que maintenant on dit que la violence, bon, il y a la violence qui est cachée. Madame, s'il vous plaît, je vous invite à poser votre question. Ma question, justement, est de savoir, en voulant tout étaler, tout mettre au même rang, on finit par ne pas prendre des actions qui s'imposent. Et je pense, comme M. Sponville a dit, il faut quand même privilégier les lois. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est valable? Frère Samuel, pour répondre. Vous avez tout à fait raison, mais les lois régissent un monde dont nous sommes en train de sortir, comme toujours. Hein. On est capable d'élaborer des lois quand on commence à avoir un certain consensus dans la compréhension et un consensus dans l'action. Donc l'élaboration d'une loi, c'est la gestion d'un monde qui est passé. Je prends un exemple très simple. Hein. La problématique d'Internet, l'existence de cet outil absolument fabuleux, les modifications sociales, les modifications anthropologiques, les modifications interpersonnelles que cet outil est en train d'opérer. Aucune loi n'a anticipé. Je pense d'ailleurs la conscience des enjeux positifs et négatifs, la manière dont cet outil est une arme de bienfaisance et de destruction massive. Qui aujourd'hui est capable de le penser? Qui est capable de légiférer sur cette question-là? C'est très simple. Et donc, ma question est que je n'ai rien contre le monde que nous sommes en train de quitter. Mon problème, c'est le monde qui vient. Et je trouve que c'est de bon ton de se dire que nous avons progressé. Prenons l'exemple d'un enfant aujourd'hui. Nous pouvons évidemment aligner par rapport au 15e, au 14e siècle, au 3e siècle, tous les bénéfices aujourd'hui de la croissance d'un enfant. Comment se fait-il que la dose d'angoisse chez les enfants de moins de 10 ans est 50 fois supérieure à ce que j'ai connu moi-même et à ce que laisse entrevoir la connaissance que nous avons de l'enfance du 18e ou du 15e siècle. Je parle de l'angoisse, je ne parle pas de la peur. L'angoisse, c'est une violence intérieure non gérée. Je fais quoi avec ça? Parce que l'écologie de la planète, c'est bien, mais l'écologie du psychisme personnel et collectif, c'est beaucoup plus problématique. Le trou d'ozone, on arrivera peut-être à le combler, mais combien d'entre nous seront encore psychiquement intacts quand il sera comblé? La durée de vie d'un individu est beaucoup plus fragile que celle d'une planète. Et je trouve que c'est très bien de se concentrer sur la planète, parce que c'est symbolique. Par contre, ça serait catastrophique de penser qu'il faut d'abord s'occuper de la planète. Et que le mode de démocratie ou d'existence collective qui date d'un monde rural, la Ve République, c'est la ruralité, d'accord? Avec un idéalisme laïco-judéo-chrétien naïf, primaire, sur le fait que la solidarité telle qu'elle est exercée, telle que nous l'avons mise en place au début du XXe siècle, à la moitié du XXe siècle, après la Deuxième Guerre mondiale, elle ne fonctionnera plus dans un monde digital. Ça ne veut plus rien dire. Parce que la solidarité, elle est plus territoriale. Qu'est-ce que ça veut dire appartenir à un peuple? Qu'est-ce que ça veut dire exister sur un territoire? Interviewer les jeunes. Ça a pour eux un sens. La patrie française, la francophonie, est-ce que ça a un sens? Quel sens ça a? Et donc moi, ce que je crains le plus, c'est que les dinosaures dont je fais partie est un arrêt sur image sur la vision du monde des années 80 et ne voit absolument pas que le monde a basculé. Voilà. Et je pense que là-dessus, il y a une radicalité dans la prise de conscience. Merci. Ce monde a disparu. Oui. Que faisons-nous de celui qui est en train d'advenir, qui est formidable, mais qui est infiniment plus difficile à penser? Merci Samuel. Oui, un mot. Odon, un mot. Le mot.
Odon, rapidement, il y a déjà 2 questions dans la salle encore. Le mot esclavage était dans la question. Alors là, je crois qu'il faut le rappeler. Il y a dans le monde encore aujourd'hui des dizaines de millions d'esclaves et probablement des centaines de millions de personnes qui sont en situation de servage. Ça ne vaut guère mieux que l'esclavage. Personnellement, j'en ai connu des esclaves. J'ai fait sortir quelques enfants esclaves de l'esclavage au Bénin. Je puis vous dire que c'est extraordinairement difficile, que la Convention de New York sur les droits de l'enfant de 1990 n'est pas respectée dans de nombreux pays de la planète, mais c'est extraordinairement difficile de mettre fin à l'esclavage dont parlait le fameux coq en stock dans Tintin. Mais aujourd'hui, c'est exactement pareil. Et parmi les chefs d'État qui sont aujourd'hui dans la conférence sur le climat à Paris, il y en a qui tolèrent parfaitement l'esclavage. Ça va être une action fondamentale pour les 20 prochaines années que la lutte contre l'esclavage et le servage. Merci beaucoup. Si j'avais pensé que sur une conférence débat avec des philosophes, on aurait comme référence Tintin et Hergé, je trouve ça formidable. Merci, cher Odon Vallée. Madame, bonjour, vous avez le micro. Bonjour. Tout d'abord, je voulais remercier Samuel Rouya pour son message. Parce que je pense qu'effectivement, la transformation intérieure sera une vraie base pour une nouvelle façon de vivre ensemble. Personnellement, j'ai trouvé la teneur du débat excessivement pessimiste. Je ne suis pas sûre que la peur serve l'action. Donc, je voulais vous demander à tous une bonne raison d'être optimiste pour l'avenir. Et qu'est-ce que vous faites concrètement pour que ça change? Merci, madame. Messieurs, Odon. Alors écoutez, franchement, la France, c'est quand même un des pays du monde où on vit le mieux. Ça, vous nous l'avez dit déjà. Malgré la stagnation économique. On fait autre chose. Malgré la stagnation économique. Pour moi qui me promène, vous le savez, beaucoup dans de nombreux pays, si vous saviez comment on vit dans certains pays. Alors répondez à madame surtout. Oui, qu'est-ce qu'on fait dans l'avenir? Le vrai problème est que la France rapetisse. Et que donc, d'une certaine manière, notre mode de vie devient exceptionnel, devient isolé. Je pense que dans l'avenir, nous ne vivrons pas mieux. On peut seulement espérer qu'on ne vive pas moins bien. Et si on obtient déjà ça, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors, je sais que ce n'est pas populaire de le dire. Non, mais c'est pas ça, c'est surtout pas la question. Donc, en gros, sa question, c'est quelles sont les bonnes raisons d'espérer, hormis la Tour Eiffel et les touristes, et surtout, qu'est-ce que l'on fait? Alors, vous faites... Tout le monde ne le dit pas. Tiens, je vais le dire à votre place, je vais le dire plus vite. C'est Odon Vallée a une fondation extraordinaire. Il a mis toute sa fortune dans une fondation qui permet de sortir des jeunes à travers le monde, de situations parfois dramatiques, familiales, socialement. Il les sort et surtout, il leur finance des études au long cours, il les accompagne, il leur permet d'avoir une formation. Je voudrais féliciter Odon pour ce qu'il fait. Il le fait au quotidien. Mais attendez voir. On n'y revient pas. La première chose que je leur apprends, ce sera 100 francs euro pas chaud pour être attaché de presse. La première chose que je leur apprends, je vais peut-être vous étonner, c'est à être pessimiste et à toujours se dire que ce qui vous arrivera de bien, ça sera mieux que ce que vous attendiez. Vous voulez faire Polytechnique, vous serez pas reçu à Polytechnique. Merci Odon Vallée. Si jamais vous êtes reçu, ça sera formidable. Il faut toujours dire à quelqu'un, vous allez voir que j'ai eu tort. Ils vont tout faire pour vous contredire et ils vont gagner. Merci Odon Vallée. André Comte-Sponville pour répondre à madame, s'il vous plaît. Vous savez, l'optimisme et le pessimisme, c'est une question de tempérament plus que de doctrine. Et aucune des grandes traditions spirituelles et philosophiques n'a jamais fait du pessimisme ou de l'optimisme quelque vertu que ce soit. Aucune. Moi, quant au fond, ce que je crois de plus juste sur cette question-là, c'est une formule de Gramsci, le communiste italien, qui, dans les geôles de Mussolini, écrivait « Pessimisme de l'intelligence, optimisme de la volonté ». Pessimisme de l'intelligence, parce qu'au fond, le mieux, c'est de voir les choses comme elles sont. C'est même pas du pessimisme, c'est de la lucidité. Mais à tout prendre, s'il faut choisir entre les noircir un peu ou les enjoliver un peu, mieux vaut les noircir un peu, parce qu'on sera plus vigilant, plus réactif. Très bonne idée. Et donc, de ce point de vue, le pessimisme est utile, mais optimiste de la volonté. Parce que si on veut pouvoir changer les choses, encore faut-il croire que c'est possible, encore faut-il comprendre que ça dépend de nous. Eh bien, si vous voulez une raison d'optimisme, ou comme je préférerais dire, de confiance, parce que l'optimisme, ça porte sur ce qui ne dépend pas de nous. La confiance, ça porte sur ce qui en dépend. Oui. Une raison de confiance, c'est que si nous ne faisons rien, nous sommes foutus. Et donc, on va faire quelque chose. Merci André Comte-Sponville. Samuel Rouvillois.
Moi, ce n'est pas des raisons d'être optimiste, c'est des raisons d'espérer. Et pour moi, la meilleure raison d'espérer, c'est la perte de l'espoir. Je distingue les deux. Excellent. L'espoir, c'est ce dans quoi nous avons grandi, qui consiste à rêver un homme fort, autonome, libre, puissant, maîtrisant, masculin et égocentré. Voilà. En gros, c'est-à-dire que le modèle sur lequel nous avons bâti finalement notre projet occidental, celui qui vient plutôt d'ailleurs de l'Empire romain et que malheureusement le christianisme a pour un temps essayé d'emprunter, qu'il est en train de quitter avec je pense de manière heureuse, même si difficile. Donc ce modèle-là, il est en train de mourir. Aujourd'hui, la toute-puissance, la maîtrise, l'omniscience, l'égocentrage à outrance, voilà, c'est mort. Pour pouvoir, et pourquoi c'est mort en plus? Parce que ça me projette dans un avenir qui n'existera jamais. C'est ça l'espoir. Oui. L'espérance, c'est de s'apercevoir que l'avenir est au présent, c'est-à-dire à l'acceptation de dépendre les uns des autres. Je pense que l'expérience, toute construction d'une relation interpersonnelle dans une dépendance choisie et réciproque, construit l'avenir et l'espérance. Et je pense que de plus en plus de nos contemporains et la jeune génération sait qu'il n'y a rien à attendre, pour le coup, d'un égoïsme structurel qui se contenterait de l'autosuffisance. Et qu'au fond, la dépendance choisie envers autrui, la dépendance réciproque, qui est tout un travail, parce que c'est un travail de confiance, c'est un travail d'humilité, c'est un travail de longue haleine, voilà, que là, il y a quelque chose qui est un ressort fondamental. Merci. Ensuite, on me demandait qu'est-ce que je fais. Il se trouve que quand on se retrouve face aux endroits où aucune espérance n'est possible et qu'on essaye de ne pas les déserter, je pense qu'on fait quelque chose d'utile. Merci pour ça. Merci, madame, pour la question. Madame, je me permettrai juste de vous rajouter quelque chose pour vous donner un peu le making-of. Tout à l'heure, en aparté, avant de préparer, quand nous étions ensemble pour préparer cette table ronde, il y avait l'un des organisateurs de l'événement qui s'appelle Sylvain Kern. Et j'ai demandé à Sylvain, finalement, qu'est-ce que tu aimerais que l'on puisse se dire tout à l'heure quand on va sortir de cette rencontre? Sylvain a eu un message porteur d'espoir. Il m'a dit, depuis 3 semaines, depuis les événements terribles, toutes nos inscriptions se sont cassées la figure. Il n'y avait plus personne d'inscrit à l'Université de la Terre. Et depuis quelque temps, les inscriptions remontent. Et ce qui est porteur d'espoir, ce qu'il nous disait avec beaucoup d'émotion tout à l'heure, c'est que finalement, regardez aujourd'hui, la salle est pleine parce que tout le monde vient chercher quelque chose d'optimiste, tout le monde vient chercher une manière de construire encore l'avenir. La plus belle réponse, elle est par votre présence aussi aujourd'hui. Et je voudrais saluer Sylvain et les équipes qui nous permettent cela. Voilà. Monsieur, bonjour. Je vous demande de vous présenter. Bonjour. Même si on vous connaît. Ça marche? Ça fonctionne. Alors, Georges Haddad, je tiens à remercier André d'avoir parlé des mathématiques. Donc là, c'est un message que j'ai reçu personnellement, très rapidement. Nous sommes à l'UNESCO et je tiens à dire qu'un ancien directeur général de l'UNESCO, qui s'appelait Federico Mayor, disait que le défi en politique, c'est de laisser la place à un peu plus de pôle éthique. Et c'est là qu'il est important de comprendre comment les philosophes et les politiques peuvent et doivent travailler ensemble pour que la politique laisse un peu plus de place à la politique. Deuxièmement, nous n'avons pas parlé d'éducation et je crois que l'éducation est un enjeu prioritaire sur toutes ces questions. Ce ne sont pas simplement les bons sentiments et les belles déclarations, c'est de former les jeunes, les éduquer justement à devenir des citoyens responsables dans ce monde. Or aujourd'hui, l'éducation fait place surtout et privilégie surtout ce qu'on appelle l'homo sapiens et l'homo faber, au détriment d'un homo cohérence qui me paraît fondamental, c'est-à-dire un homme qui soude, qui lit et qui partage. Quel est votre sentiment sur ce défi de l'éducation? Est-ce que l'éducation aujourd'hui, dans sa virtualité, etc., fait suffisamment de place pour former et préparer l'homo-cohérence? Merci. Les homo-philosophes, homo-penseurs et homo-religieux ici vont vous répondre. Si vous voulez, ça fait 43 ans que j'enseigne dans différents établissements d'enseignement supérieur. Oui. Mais ça fait aussi 15 ans que je fais des conférences dans des collèges et des lycées sur le fait religieux, une expression que Régis Debray, mon ami, a inventée et que j'ai mis en œuvre dans 200 ou 300 conférences dans les établissements scolaires. Et pour répondre à monsieur? Alors, je puis vous dire que le vrai problème, c'est que les gens ne sont pas d'accord. Je suis tout à fait d'accord sur ce que vous dites concernant le vivre ensemble, la nécessité de faire passer un certain nombre de messages d'ordre moral ou éthique dans l'éducation. Mais le problème, c'est que les gens ne sont pas du tout d'accord. Si je prends l'exemple de la laïcité, il y a un désaccord très profond entre les élèves, entre les enseignants, surtout depuis 1 an ou 1 an et demi. Et en conséquence, on doit dialoguer avec les uns et les autres,
Mais éduquer, ça paraît pas du tout évident. Les familles, les élèves, les professeurs, dans un même établissement, ont des conceptions différentes. Je vous rappelle que dans l'enseignement public, il y a 2 fédérations de parents d'élèves qui ne cessent de s'opposer, qu'il y a plusieurs syndicats de profs qui ne cessent de s'opposer. Je suis au conseil d'administration d'un grand lycée parisien, je peux vous dire qu'ils ne sont pas d'accord et que ceux qui sont les plus raisonnables, ce sont les élèves. Merci beaucoup, on va leur donner le pouvoir. Merci pour ça, André Comte-Sponville, pour répondre à monsieur. Écoutez, quand on ne sait pas comment résoudre un problème, on le renvoie à l'école. Mais l'école ne peut pas résoudre tous les problèmes. Il a raison. C'est pas quelques heures, j'aime beaucoup Régis Debray, mais c'est pas quelques heures de cours sur les religions, et spécialement sur les 3 grands monothéismes, qui vont résoudre le problème du communautarisme, de l'intégration des immigrés et autres. Sans compter que le fond du problème, comme l'a dit Odon, c'est qu'on n'est pas d'accord. Alors tout le monde dit qu'il faut faire de l'éducation morale. Mais qu'est-ce que ça veut dire, éduquer moralement un enfant, quand il y a entre nous des désaccords moraux irréductibles? Ne confondons pas ce qui relève de l'instruction, transmettre un savoir, les mathématiques par exemple, et ce qui relève de l'éducation, transmettre des valeurs. Transmettre un savoir, au fond, c'est assez facile, enfin du moins on est en position forte, on sait qu'on a raison. Mais transmettre des valeurs, et surtout quand on ne se contente pas de généralité, si un cours d'éducation morale, c'est pour dire que mieux vaut être généreux qu'égoïste, mieux vaut être gentil que méchant, d'accord, mais ça ne servira à rien. Un exemple, imaginez un gamin de collège ou disons de collège ou de lycée qui interroge un enseignant sur la question suivante: l'avortement est-il moralement acceptable? Que va répondre l'enseignant? Il ne peut pas répondre, parce que la République n'a pas de position sur la question. Mais lui, il a une idéologie, l'enseignant. Pardon. La République n'a pas d'avis sur la question et l'enseignant n'est pas censé faire du bourrage de crâne en imposant son idéologie aux élèves. Lui, il peut être catholique ou musulman, il pense que tout avortement est immoral. Il peut être parfaitement athée, libéré, il pense que l'avortement est moralement innocent. Mais on ne le paye pas pour dire aux élèves ce qu'ils pensent. Et donc la République n'a pas d'avis sur la... Alors que va faire l'enseignant? Il va dire: mon petit, en France, l'avortement est autorisé pendant les 12 premières semaines de grossesse. Autrement dit, il fait de l'instruction civique. Il parle de la loi. Mais le gamin ne parlait pas de la loi, il parlait de morale. Alors, que va faire un bon enseignant? Eh bien, il va discuter avec les enfants, il va organiser des débats, il va leur dire ce que j'ai dit. Il n'y a pas de vérité sur la question. La République, parce qu'elle est laïque, voulait être juge de la moralité ou pas de l'avortement. Il va organiser des débats, il va aider chacun à préciser son point de vue, à écouter celui de l'autre. Mais ça prend énormément de temps, c'est extrêmement difficile, surtout dans une classe où il est devenu à peu près impossible d'obtenir le silence pendant plus de 10 minutes. Et donc l'école va tellement mal que je crains, mon cher Haddad, qu'elle soit peu efficace pour sauver notre société. Pourtant, tu as raison, il faut le faire, évidemment. Et les enseignants, ils consacrent beaucoup d'énergie, mais ça veut dire aussi qu'il faut que socialement, on réfléchisse aux moyens que nous avons de les aider à faire ce difficile métier. Merci beaucoup, André. Alors, juste... réaction très rapide, parce que vous m'avez énervé, frère Samuel, quand même, par un raccourci. Non, pas du tout. Non, mais j'ai noté que pour André, les religieux ne sont pas libérés. Mais c'est pas grave. C'est ça. Non, je plaisante. Les athées ne sont pas non plus. C'était athée libéré, catholique ou musulman. Enfin, mais c'est pas grave. Non, ma question, elle était plus que... Je pense que la question, c'est le parcours éducatif. Où est-ce que l'école doit être? C'est la difficulté. Par contre, je pense que, par rapport à ce que vous disiez, ce qui manque dans ce parcours éducatif, c'est le mot Faber. Je n'entends pas du tout que le mot Faber soit éduqué d'une quelconque manière désormais dans le parcours d'un jeune aujourd'hui. Il n'apprend rien à faire avec ses mains. Par contre, je pense que le mot Faber, il faudrait le faire émerger parce qu'il est la base de tout le reste. C'est-à-dire que si chaque enfant avait de 0 à 17 ans acquis par obligation et avec l'aide d'autrui un véritable métier manuel, je pense que déjà 60% des problèmes éducatifs seraient résolus parce qu'il apprendrait des lois universelles, parce qu'il apprendrait de la rigueur, il apprendrait de la convivialité, il apprendrait un dialogue avec autrui sur des bases objectives. Et en plus, on aurait la chance extraordinaire d'être au-delà ou en deçà des cultures et des débats d'opinion. Tous les maçons de la Terre sont d'accord sur la manière de monter un mur, pendant que les philosophes et les religieux s'étripent sur les questions métaphysiques. Voilà. Et donc... je pense même d'ailleurs que c'est là qu'on apprend la rigueur de la relation au réel.
Voilà. Et c'est très bon pour la philosophie. Ensuite, je ne suis pas certain qu'on développe l'homo sapiens. Par contre, en France, on a gardé l'enseignement de la philosophie. Et je pense que ça, c'est extrêmement précieux. Et je pense, comme le disait André, qu'on pourrait, pour le coup, mais pas en terminale, dès le CM1, dès le CE1, commencer à aider l'enfant à une réflexion critique, qui n'est pas simplement un débat d'opinion, mais à l'ascèse de la manière de poser les questions. Et comprendre que ce n'est pas un afflux d'images et d'intuitions pétillantes qui va donner une compréhension des choses. Voilà. Donc le parcours de compréhension en profondeur d'une réalité expérimentée, et pas simplement d'un donné scientifique. Et l'homo faber, pour moi, c'est les deux bases. On se contenterait de ça, on aurait fait 80% du boulot. Et on est là dans la conscience collective et les références. Et l'écologie, bien sûr. Vous me permettrez, Jean-Nom d'oiseau, c'est pour me faire traiter de tous les noms d'oiseaux, donc je ne prends plus de questions, je vais vous dire pourquoi. Je vous frustre, je me frustre, mais je voudrais pour les 3 minutes 24 qu'il nous reste leur laisser le mot de conclusion. On a entendu beaucoup de choses passionnantes, on le savait, en débutant, on aurait pu passer 5-10 heures de plus, ça aurait été tout aussi passionnant. Et j'ai entendu beaucoup de choses sur ce débat conscience collective, j'ai entendu parler aussi de conscience individuelle pour une meilleure conscience collective aussi. J'ai entendu parler de nouvelles références, c'est la thématique, mais j'ai aussi entendu parler des anciennes références, des références historiques, religieuses, philosophiques. Qu'est-ce que vous souhaitez que l'on retienne, mais surtout concrètement avec quoi vous souhaitez que l'on reparte comme message à transmettre ou en tout cas à mettre en pratique en sortant de cette salle ce soir, demain dans les urnes, lundi à l'école, au travail, dans la famille. Quel est le dernier message? Odon Vallée peut-être pour commencer votre mot de conclusion. Et qui dit mot de conclusion dit 58 secondes. Alors, pour moi, le plus difficile en France, à Paris, ça va être de vivre avec des gens de plus en plus différents. Je vous l'ai dit, nous allons avoir beaucoup de nouveaux arrivants, qu'ils soient réfugiés, migrants, etc. On a probablement des difficultés pour les accueillir. On devra le faire de manière honnête, de manière correcte, tout en sachant, comme le disait Michel Rocard, qu'on ne peut pas accueillir toutes les misères du monde, mais qu'on doit accueillir celles qu'on peut accueillir. Ça va être, à mon avis, de loin, dans le domaine des relations entre humains, ce qui en France et en Europe, notamment en Allemagne, va être le plus difficile dans les années à venir. Et c'est sans doute ce qui va déterminer les élections de demain, du dimanche suivant, et les élections présidentielles dans un an. Merci Odon Vallée, vous n'avez pas répondu, mais vous avez fait votre conclusion et je vous la laisse bien sûr. Merci cher Odon Vallée pour cela. André Comte-Sponville, avec quoi repartons les uns et les autres? Moi, je voudrais qu'on parte avec l'idée, il ne s'agit pas de trouver de nouvelles références, hein, que ce soit la Bible, Spinoza ou Tintin, tout ça est déjà bien connu. Il peut y avoir des textes plus récents, mais enfin, le problème n'est pas là. Ce qui compte, ce n'est pas de nouvelles références, c'est comprendre que nous sommes confrontés à un nouveau problème. Du fait de la mondialisation, du devenir de l'humanité, et c'est plutôt une bonne chose. Mais du fait aussi de la croissance démographique, qui n'est pas en soi condamnable, de la croissance économique, qui est une bonne chose. La pauvreté n'a jamais autant reculé dans le monde, à l'échelle de toute la planète et depuis 100 000 ans, que ces 30 dernières années. Économiquement, c'est une très bonne nouvelle. Moralement, c'est une très bonne nouvelle. On ne va quand même pas regretter que la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud sortent du sous-développement, c'est-à-dire en gros de la famine, à une rapidité qu'aucun d'entre nous n'aurait osé espérer quand nous avions 15 ou 16 ans. Sauf que ce progrès économique et social aboutit sur une catastrophe écologique. Si on continue comme ça, on va dans le mur. Et donc, il faut être lucide, pessimisme de l'intelligence, sans en rajouter dans la culpabilisation. Ce n'est pas parce qu'on est méchant, c'est simplement parce qu'on a fait des enfants. Voilà. Si on était 1 milliard d'êtres humains, ça serait plus simple qu'avec 7,5 milliards. C'est parce que les enfants ne meurent plus ou meurent de moins en moins en bas âge. C'est quand même une bonne nouvelle. C'est parce que la faim a reculé, c'est parce qu'on est mieux logé, mieux nourri, mieux soigné qu'il y a 50 ans. Ce sont des bonnes nouvelles. Et donc, il n'y a pas à se battre perpétuellement la coulpe. Il y a à comprendre simplement que ce modèle de développement qui est le nôtre depuis, en gros, la révolution industrielle, il n'est pas soutenable. Voilà. Si on continue comme ça, pour les meilleures raisons du monde, et pas parce qu'on est méchant, mais parce qu'on a envie de manger correctement, d'être logé correctement et de prendre l'avion si on a envie de voyager, nous allons vers une catastrophe écologique
annoncé. Donc, pessimisme de l'intelligence, comprendre que c'est un nouveau problème, c'est la faute de personne, mais il faut le prendre à bras-le-corps, et optimisme de la volonté. Parce que je crois que si on s'y met tous, et si on se donne les moyens individuels pour ce qui est de la prise de conscience, hein, notre façon, je sais pourquoi, de trier les déchets, de prendre les transports en commun plutôt que sa voiture, etc. Mais aussi les moyens collectifs qui sont en décision en ce moment à la COP 21. Autrement dit, si on ne choisit pas entre la morale et la politique, parce qu'on comprend qu'on a besoin des deux, que la morale est là pour régir nos comportements individuels et la politique est là pour régir nos comportements collectifs. Si on ne sacrifie pas la morale à la politique, ni la politique à la morale, si on est à la fois lucide et courageux, je pense qu'on peut s'en sortir. Mais clairement, il y a urgence. Merci André Comte-Sponville pour ces échanges. Frère Samuel, on repart avec quoi? D'abord le fait peut-être que plus que jamais, on comprend qu'on est dépassé. Qu'au fond, même les meilleures intelligences sont un peu dépassées, ne serait-ce que dans la compréhension de ce que sont les enjeux de notre monde, a fortiori sur la manière, avec les outils que l'humanité a élaborés jusque-là, comment y répondre. C'est ce moment où on est un peu perdu, peut engendrer, on le sait, toutes les peurs. Elle peut aussi nous amener à replonger à l'intérieur de nos existences personnelles et collectives pour voir que nous sommes habités par des choses qui nous dépassent. La transcendance, elle n'est pas d'abord à chercher là-haut dans le ciel. Il y a une transcendance intérieure. Cette transcendance, c'est quelque chose de très réel. L'esprit, c'est bizarre qu'on ait choisi ce mot, alors que ça parle du souffle. Aujourd'hui, le mot esprit ou spirituel ne dit plus du tout le souffle. Voilà, et je pense que de revenir au fait que la profondeur de l'humain est toujours quelque chose qui nous échappe. Tous les philosophes et toutes les religions ne font que tourner autour. Et que c'est sans doute en redevenant plus attentif à ce centre intérieur-là, en étant plus attentif à ce qui nous traverse, ce qui ne nous appartient pas qu'à nous, ce dont nous sommes le serviteur, les dons, la bonté qui nous unissent les uns aux autres, dont nous n'avons pas à rêver qu'ils fassent de nous des anges ou des saints, mais sur lesquels nous avons à veiller et veiller les uns sur les autres, peut-être même par moments jusqu'au prix de notre vie. Je pense que ça, voilà, c'est dans ce réensoufflement intérieur qu'en tout cas on trouvera l'énergie pour ne pas être terrorisé et peut-être pour s'apercevoir que les manières de vivre ensemble que nous avons à inventer dans ce monde qui a changé notre manière d'être ensemble, comment l'humaniser cet espace. Je pense que c'est en allant chercher dans cette transcendance au plus profond de nous-mêmes qu'on la trouvera. Merci, frère Samuel. Je voudrais en votre nom les remercier de nous avoir donné du souffle, de l'énergie, qu'ensemble on ait pris quelques moments de jolie conscience collective et quelques nouvelles références. Vous me permettrez aussi de remercier en votre nom les organisateurs, les équipes techniques, parce qu'on n'y pense pas toujours. Mais merci à ceux qui nous permettent de vivre cela. Et merci à vous parce que j'ai pris encore beaucoup de plaisir à vous accompagner. Bonne fin de journée. Merci.